Bonjour tout le monde, ça va les kikis? En forme? Bien repris? Vous êtes bien reposés pendant ces vacances? Bon ben voilà, on est reparti pour une ou deux semaines déjà encore en distanciel pour voir pour le présentiel ce qu'il va nous dire demain soir le Premier ministre. Je sais pas comment ça va se passer, ne me posez pas de questions, j'en sais rien, pas plus que vous. Attends de voir demain. Donc aujourd'hui, un petit cours sur les échanges thermiques et l'énergie interne. Voilà, je vous ai donné le travail à faire pour la semaine. Donc en résumant bien, il y a trois choses. Un, regardez la vidéo. Et la caméra, elle est là. Voilà, un, regardez la caméra. Moi, ici, je vous vois. Regardez la vidéo sur YouTube. Deux, faire les 5 exercices 5 comme ça, d'application qu'il y a dans ce cours. Les petits exercices d'application dont je vous donnerai la réponse lundi prochain. Hein. Et 3, il y a une activité, c'est un fichier PDF sur les échanges thermiques à faire pour semaine. Il y a pour 6-7 heures de travail à fournir en sciences physiques. Bien sûr, la semaine prochaine, il y aura la correction avec un sujet de bac pour se faire là-dessus. Et on travaillera, je pense, encore sur les échanges thermiques en y mêlant la mécanique. J'ai une petite idée assez sympa pour faire ça, pour traiter ça. Ensuite, il nous restera plus qu'une seule et grosse partie à faire. En gros, 3 semaines de travail qui est tout ce qui est informatique, codage, fréquence d'échantillonnage, etc. etc. Mais ça, on en parlera au moment voulu. Donc, c'est bon, on est parti pour notre cours sur les échanges thermiques. Voilà. Donc, cours transfert thermique. Donc, déjà, dans une première partie, il va falloir. Je bois un coup parce qu'il fait chaud. Excusez-moi. Il va falloir distinguer l'état, ce qui est l'état macroscopique et l'état microscopique de la matière. Donc, l'état macroscopique et l'état microscopique. Grosso modo, l'état macro, ça veut dire ce qui est grand. Hein. Ce qu'on peut toucher, tiens là j'ai un tournevis, c'est de la matière, c'est un système, dedans il y a des molécules, on ne les voit pas. Et justement, l'état microscopique, c'est ce qui est à l'intérieur, ce qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, bien qu'il y ait des microscopes à balayage qui nous ont permis de voir des atomes d'une feuille d'or. Alors voilà, qu'est-ce qu'il faut retenir? L'aspect macroscopique, c'est tout ce qui est à notre échelle en fait. Hein. Évidemment, on va pouvoir peser cette matière ou la quantifier en chimie avec des moles. Hein. L'état microscopique, c'est ce qui se passe à l'intérieur, c'est le nombre de molécules, parce que vous êtes bien d'accord que les molécules à l'intérieur de ce tournevis, ça bouge dans tous les sens. Hein. Elles ne sont pas au repos. Hein. Elles ne seront au repos qu'à moins 273,15 degrés C ou bien 0 Kelvin. Voilà. Hein. Le lien qui nous permet de faire la transition entre l'état macro et l'état micro, vous le connaissez, c'est ce fameux nombre d'Avogadro qui est de 6,023 fois 10 puissance 23 particules par mol. Hein. Donc voilà, si j'ai une mol, j'en ai 6 fois 10 23, 2, 12 fois 10 23, 0,1, 0,6 fois 10 23, etc. etc. Une simple proportionnalité permet de connaître. Alors évidemment, ces molécules à l'intérieur, elles bougent. Donc forcément, elles ont une masse, forcément, elles passent d'un état à un autre état. Donc on peut imaginer qu'elle a de l'énergie potentielle, on peut imaginer qu'elles ont ces molécules à l'intérieur de ce tournevis, également de l'énergie cinétique, même si mon tournevis ne bouge pas à l'intérieur, les atomes et les molécules, elles bougent. Hein. Donc on appelle ça en fait l'énergie interne de ce tournevis. Tu te rends compte?
Toi, tu as une énergie interne, eh ben, tu pourrais un petit peu te, te manifester un petit peu hein, si tu as de l'énergie interne. Hein. Alors, c'est pour ça qu'on arrive à cette énergie interne. L'énergie interne d'un système, on la note U. Donc, ça correspond à toute l'énergie qui est à l'état microscopique dans ce tournevis, énergie potentielle, énergie cinétique. D'accord. Par contre, si je voulais prendre un appareil de mesure, voyons voir, je prends un appareil de mesure, je ne vais pas pouvoir mesurer l'énergie interne de ce truc. Hein. Par contre, je vais pouvoir mesurer sa différence d'énergie interne. Ça, c'est important. Déjà, je prends l'état 1 du système. Admettons, on va essayer de prendre un petit truc. Voilà, hop. Regardez, là j'ai un fil de soudure d'étain, un fil d'étain, hein, donc parfaitement ductible. Donc il est à un état d'énergie interne 1. Hein. D'accord. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme petite manipulation? Vite fait, eh ben, je vais lui changer son état d'énergie interne. On va considérer qu'il ne bouge pas. Je prends un fer à souder. Hein, j'attends qu'il chauffe un peu. Je viens l'allumer. Et forcément, je vais lui transférer de l'énergie. Donc de la part sous forme de chaleur, donc je vais lui transformer des joules, je vais lui donner des joules. Hein. Je rappelle que l'énergie s'exprime en joules. Et je vais lui donner de l'énergie interne et forcément on va avoir un changement d'état par exemple de ce fil. On a notre soudure ici qui est en train de fondre. Bon, voilà. Donc là, qu'est-ce que je vais pouvoir mesurer? L'énergie interne à l'état 1, c'est-à-dire quand il était solide, et l'énergie interne du système, c'est-à-dire mon fil de soudure, à l'état 2, quand il était à une température de 300 degrés Celsius. Voilà. Donc en fait, une petite remarque, cette variation d'énergie interne ne dépend pas du système, c'est-à-dire du chemin que j'ai pu faire. J'aurais pu le laisser, chauffer un peu, enlever, réchauffer un peu, enlever, réchauffer un peu. En fait, on va prendre l'état 1 et l'état 2, l'état initial et l'état final. Hein. Et on va avoir, comme d'habitude, le final moins l'initial. Alors, évidemment, dans ce cas-là, qu'est-ce qui nous a permis de voir la différence d'énergie interne? Une grandeur hein, qui va nous permettre de voir cette agitation thermique au niveau des atomes d'étain, c'est la température. Hein, donc celle-ci s'exprime en Kelvin ou en degrés Celsius. Vous connaissez pour passer de l'une à l'autre. Hein, delta, la température en degrés Celsius est égale à la température en Kelvin, moins 273,15. C'est-à-dire que pour 0 K, pour 0 Kelvin, la température sera de moins 273,15 degrés, qui est le zéro absolu, ce qu'on appelle ici le zéro absolu. Alors, ce qui nous intéresse, nous, c'est par exemple pour cette soudure, c'est un petit peu l'échauffement du système, quoi. Qu'il soit solide ou liquide, hein. On peut passer d'un solide, là, il est devenu liquide. Après, eh ben, j'ai bien d'éteindre mon fer à souder, il est redevenu solide. Donc, je passe d'un état à un autre. Donc, on va parler aussi des changements d'état, mais bon, cela vous en rappelez, enfin, je l'espère. Alors, quand on passe d'un état liquide, d'un état solide à un état liquide, on parle de fusion. Quand on parle d'un état liquide à un état solide, on parle de solidification. Alors, on peut faire aussi liquide gazeux, c'est vaporisation. On peut parler également de condensation et de sublimation. Sublimation, on passe de l'état solide à l'état gazeux.
Bah, j'ai un doute, il faudra que j'aille vérifier ça. Je vous donnerai le triangle sur internet. Bah, attendez, on va voir ça tout de suite. J'ai internet, je suis un peu bête. Alors, changement d'état. Changement d'état. Tac, tac, tac. Changement d'état. Voilà. Hop. On va regarder votre PC. Tac. Changement d'état. On va regarder les images. Voilà, une belle image. Donc, effectivement, hein, de solide à liquide, fusion. Liquide à solide, solidification. De liquide à gaz, vaporisation. Et attention, on parle de liquéfaction quand on parle d'un gaz et on retourne au liquide. La condensation, mais bon, la condensation, c'est quand on passe du gaz à l'état solide, et là, effectivement, la sublimation de l'état solide à l'état gazeux. Take care for the European section. Condensation in English is this way, from gas to liquid. Voilà, c'est une petite différence entre l'anglais et le français, il en existe. Hein. Donc en anglais, la condensation, on parle de passage du gaz vers le liquide. Enfin, alors dans l'abus de langage, en France, on utilise également ça quand on dit il y a de la condensation sur de la vitre, c'est-à-dire l'eau qui était contenue dans l'air, c'est transformé en liquide et s'est posé sur la fenêtre, on parle de condensation. C'est un peu faux, mais on va pas faire plus de schmilblick autour de ça. Alors, donc cette énergie, cette quantité de chaleur qu'on a donnée, qui traduit donc le passage d'un état d'énergie interne U1 à un état d'énergie interne U2, et bien toute cette différence-là, qu'est-ce qu'on a donné, cet écart-là entre les deux, c'est de la chaleur qu'on a apportée, qu'on va noter Q. Donc forcément, cette chaleur Q va être égale à delta U. Hein, donc je rappelle également cette formule, voilà. Je pense que d'ici jusque-là, il n'y a rien de compliqué. Hein. Mon fil, il était à U1, je l'ai chauffé, il est passé à U2. Qu'est-ce que je lui ai donné avec mon fer à souder? De la chaleur Q pour qu'il passe de U1 à U2. Hein. Alors, on va distinguer, on va essayer de mesurer tout ça, et c'est là que ça devient assez intéressant. On va parler de capacité thermique massique. Hein, alors, on peut parler de capacité thermique et on parlera de capacité thermique massique. Celle-ci, on la note C. Elle est déterminée. Normalement, vous avez déjà dû voir ça en première. Hein. Elle est déterminée par donc la quantité d'énergie. Ça dépend de quoi? Donc, cette capacité thermique massique est en joules par kilo et par degré. Donc, vous voyez bien que c'est de l'énergie qui est transformée, qui est donnée à 1 kg. Et par degré. Donc Q est égal à une masse, exprimée, attention, en kilogrammes, hein, bien entendu, la capacité C fois la variation de température, c'est-à-dire de la température finale, moins la température initiale. Cette variation de température, on l'exprime en Kelvin. Hein, parce que forcément, si ici on a 0, si on vous demande de trouver la masse, on ne peut pas diviser par 0, alors qu'en Kelvin, on peut. Alors si je prends par exemple ce petit exercice que je demande donc à faire, c'est l'application 1, le C de l'eau, je le surligne en jaune, et la fonte, allez hop, soyons fous, le C2O est de 4,18 fois 10 puissance 3 joules par kilo et par Kelvin. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut simplement dire que il va falloir apporter 4180 joules à 1 kg de matière pour l'élever de 1 Kelvin, ou 1 degré Celsius. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut 4180 joules pour 1 kg de matière, pour élever 1 kg de matière à d'1 degré. La fonte, vous voyez, c'est 470 fois 10 puissance 2, 470
470 joules, hein, qu'il va falloir apporter à 1 kg. Donc l'eau, il faut amener plus d'énergie que de la fonte. Hein. C'est assez dingue. Alors maintenant, donc un petit exercice d'application. Alors voilà, vous chauffez 150 litres d'eau de 15 à 60 degrés. Oh, c'est beaucoup trop dur, hein, sachant qu'un litre d'eau fait, vous le savez, 1 kg. Et ensuite 10 kg de fonte pour passer de 130 de fonte, dans la température passe de 130 à 20 degrés. Attention, vous ne plantez pas ici. Voilà, donc je parle bien de la température finale moins la température initiale. Alors vous allez voir que vous allez obtenir quelque chose de négatif et quelque chose de positif. Donc l'énergie Q est positive quand on apporte de l'énergie. Hein. Par exemple, là, on va chauffer l'eau de 15 à 60 degrés. Donc vous voyez bien que 60 moins 15, c'est positif. Là, c'est positif. C'est positif. Donc quand on apporte de l'énergie, on va avoir un Q qui est positif. Et ouais, ça fait un peu drôle de dire ça. Il y a un Q négatif. Ça arrive, hein, il y a des Q négatifs. Ouais, et ben ce Q sera négatif quand le système, lui, va fournir l'énergie à l'extérieur. Voilà. Donc on va maintenant parler de comment cette énergie peut passer de l'un à l'autre. Grosso modo, il y a trois systèmes d'échange d'énergie. Enfin, il y a trois façons d'échanger l'énergie. On va les voir. On va parler de conduction thermique. On va la définir. On va parler de convection. Et 3, on parlera de rayonnement. Alors, le transfert, qu'est-ce que c'est que déjà qu'un transfert thermique? Et il y a une règle d'or, c'est celle-ci. Voilà, hein, je la surligne. C'est une règle d'or. Le transfert, il ira toujours, vous avez entendu? Toujours du plus chaud vers le plus froid. Et jamais l'inverse. Ce transfert thermique, et on va le noter Q, et forcément, comme c'est de l'énergie, ce sera en joules. Donc toujours faire attention aux unités, le Kelvin pour la température, la masse en kilos et l'énergie en joules. Hein. Et forcément, quand est-ce qu'il va y avoir arrêt de ce transfert thermique? Et ben, quand les deux systèmes auront la même température. Hein. Un corps chaud, un corps froid, ben le corps chaud il va donner jusqu'à ce que les deux températures soient égales. Et là, le transfert thermique va s'arrêter. Alors, le transfert par conduction. Alors, qu'est-ce que c'est que la conduction? Ben, la conduction, comme son nom l'indique, hein, il y a le mot conduire. Hein, bon là je l'ai éteint, hein, je fais pas genre. Voilà, j'ai éteint mon fer à souder. Quand j'ai placé donc ma soudure au niveau du fer à souder, il y a eu de la conduction. Hein, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ici au niveau de la panne c'est ça. Au niveau, c'est très très chaud. On est à 350 degrés. Les molécules ici, elles s'agitent à l'intérieur. On ne le voit pas, hein, même si je mets les lunettes. Mais oh là là. Blevam, vidéo zizish, bitte. Microscopiquement, ces molécules ici s'agitent et quand on va approcher notre soudure ici, l'agitation des molécules va se propager au niveau de ma soudure et les molécules au niveau de la soudure vont commencer à s'agiter et forcément quand on s'agite, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on s'échauffe, la température monte, ça fond. Hein. Voilà, hein, c'est une molécule qui agite sa voisine, etc. C'est sacré les agitateurs, ces molécules. Hein. Alors, on ne pouvait pas se douter de tout ce qu'elles pouvaient faire, hein, toutes ces petites molécules. Par contre, quand on va parler de convection,
Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la conduction, ça veut dire que les molécules elles restent en place. Hein. Les molécules de la panne, ici, restent sur la panne. Et les molécules qui sont sur ma soudure restent sur ma soudure. Là, on a conduction. Par contre, si je mets mon fer à souder en chauffe ici et que je vais approcher les doigts, je vais sentir qu'il est chaud. Ah! Pourquoi? Ben parce que les molécules qui s'agitent ici, elles s'agitent et elles vont transmettre leur agitation aux molécules qui sont tout à côté de ma panne, mais des molécules d'air, O2, N2, etc. Ces molécules s'agitent, s'échauffent, et en s'échauffant, elles vont s'éloigner du corps chaud du corps. C'est-à-dire qu'on va avoir un déplacement de molécules, des molécules qui sont à côté de ma panne, jusqu'à peu près mon doigt, et je sens la chaleur. Là, on va parler de convection. D'ailleurs, on parle de convection, un convecteur. Qu'est-ce que c'est qu'un convecteur? Eh ben, c'est quelque chose, un corps qui va chauffer l'air autour, et c'est cet air-là qui va bouger du bas, l'air chaud monte, hein, vous le savez bien, donc qui va chauffer aux alentours du convecteur, et ça va chauffer la pièce, etc. Hein. Voilà. Et ensuite, eh ben, par ce bouton, qu'est-ce qu'on a aussi? On a le transfert par rayonnement. Et ben, le transfert par rayonnement, ben, qu'est-ce que c'est? Ben, on pourrait, c'est dommage, hein, j'ai pas l'outil ici, mais je pourrais très bien refaire cette même manip, faire chauffer le truc, le faire à souder, prendre une caméra thermique, et je verrai que ça, eh ben, il y aurait une émission d'infrarouge. Hein, c'est-à-dire que j'ai un rayonnement d'infrarouge et ça va également apporter de la chaleur. Donc 3 modes: la conduction, la convection et le rayonnement. Évidemment, ces 3 modes sont souvent fortement liés. Hein. Voilà pour les modes de transfert thermique. C'est pas très compliqué, vous pouvez vous en rendre compte. Quoique, maintenant, voilà, un petit exercice 2 que je vous laisse faire, hein, bien sûr. Donc, Lisa, bonjour Lisa. Lisa veut prendre un bain à 35 degrés. Bon, c'est un peu froid, hein, sachant que votre corps est à 37, c'est un peu froid. 100 litres d'eau polluante à d'eau chaude à 65 degrés, qui vient de son chauffe-eau. Elle met le doigt dedans. Oh, c'est trop chaud, j'y rajoute de l'eau froide. Mais je veux arriver à 35 degrés. Déjà, quel est le mode de transfert thermique de l'eau chaude vers l'eau froide? Petite question très simple. On va considérer qu'elle a une baignoire genre thermos, hein, tip top, un système isolé, genre une thermos ou on appelle ça un calorimètre. Alors, voyons voir ça. Le calorimètre, ok, une baignoire tout à fait isolée, il n'y a pas de perte. Considère qu'il n'y a pas de perte. Question? Combien d'eau, de litres, ou en kilos, en litres, va-t-on rajouter à cette baignoire pour la faire passer de 65 à 35 degrés? Réfléchissez bien. Ensuite, en réalité, qu'est-ce qu'on pourrait, on reprend une baignoire normale, quels seront les échanges thermiques qu'il faudrait, dans laquelle il va falloir ne pas oublier. Hein. Voilà, donc pour ce petit exercice. Application 2. Pas très long non plus, mais il faut réfléchir un peu et chercher. Et ça, c'est pas mal. Mais ne baissez pas les bras. Arrêtez, c'est un problème de baignoire. Hein. On faisait ça au primaire à l'époque. Hein. Non, quand même pas. Mais voilà. C'est pas si simple. Voilà. Maintenant, parlons du principe de la conservation de l'énergie. Bon, vous savez tous ce que Lavoisier a dit au niveau de la chimie. Hein. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et ben, en physique, hein, on fait de la physique, là, et ben, c'est la même chose.
tout ce qu'on a, on a une énergie qui est là. Cette énergie-là, on va pas la faire, on va pas pouvoir l'augmenter. Elle ne va pas pouvoir grandir par elle-même toute seule sans qu'on lui en apporte de l'eau, de l'énergie. Vous comprenez, hein, ce qu'on a, on l'a. Si moi je donne par exemple de l'énergie à ce petit moteur là, voilà, avec ma main je donne de l'énergie, celui-ci il tourne. Forcément, la quantité d'énergie que je lui donne ici, ouais celui-là il tourne mal, hein. Ah, voilà. Hop, la quantité d'énergie que je donne à ce moteur, avec mon doigt, voilà, une force, hein, un couple, etc. Je lui donne de l'énergie et celui-ci transforme cette énergie pour tourner. Mais vous voyez qu'il s'arrête au bout d'un moment. Pourquoi? Ben forcément, il y a des frottements, vous voyez, hein, il y a des petits frottements là à droite et à gauche au niveau de l'axe. En plus, je ne sais pas si vous entendez bien, il est un petit peu foutu. Voilà, c'est un moteur synchrone, hein, sans balai, voilà, j'essaie de le faire tourner. Ben pourquoi? Ben l'énergie que moi je lui ai transférée à ce moteur lui a permis de tourner, d'une part, et également s'est transformé en frottement. Les frottements ont consommé de cette énergie. Mais si je fais le bilan, l'énergie transmise par ma main, c'est l'énergie apportée. L'énergie utile, c'est ce qui est utile pour faire tourner le moteur. Et l'énergie perdue, c'est les pertes dans les frottements, dans les frottements et dans l'échauffement du système. Hein. Autre exemple bien utile aussi, que vous connaissez bien, c'est le téléphone. Voilà. Qu'est-ce que vous avez comme énergie dedans? On a une batterie électrique qui est un générateur, va donc fournir de l'énergie. Cette énergie, elle sert à quoi? À allumer l'écran, elle sert à parler, elle sert à surfer sur le net. C'est pas beau de lire les messages. Voilà, ça sert un petit peu à tout ça. Et également, quand vous l'utilisez souvent, comme en ce moment, qu'est-ce qu'on voit? Ça chauffe. Eh bien, ça chauffe, c'est des pertes, hein, mais on appelle ça des pertes par effet Joule. Donc, le but du jeu, c'est de rendre en général ces pertes les plus petites possibles, c'est-à-dire limiter l'échauffement au minimum. Hein. Et là, vous avez gagné le pompon. Hein, moins il s'échauffe, plus votre énergie utile sera grande. Alors, effectivement, voilà, je reprends mon petit moteur, petite expérience, je prends le moteur. Dedans, il y a des molécules, etc., qui s'agitent. On a donc l'énergie interne du système. Admettons que je l'alimente par l'électrique, par de l'électricité. Il va se mettre à tourner. Ok, il tourne, il tourne, il tourne. Ça s'échauffe, donc j'ai une variation d'énergie interne, mais en même temps, hop, je le laisse tomber. Donc il va avoir une énergie ici potentielle qui est nulle, qui est élevée ici. Arrivé à 0, cette énergie potentielle est nulle. Son énergie cinétique initiale est égale à 0. Ici, l'énergie cinétique finale, forcément, il a de la vitesse, sera plus élevé. L'ensemble de l'énergie du système, c'est son travail, hein, c'est-à-dire l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, plus son énergie interne. Voilà. Donc, l'énergie du système varie soit sous forme de travail, soit par transfert thermique ou rayonnement. Si cette énergie ne varie pas, on va dire que le système est isolé, complètement isolé. On parle là du principe de la conservation de l'énergie. Alors effectivement, c'est une application dans le bâtiment. Hein. Dans le bâtiment, voilà encore deux exercices. Alors on va parler de flux thermique, c'est-à-dire comment cette chaleur passe du corps froid au corps chaud. Il y en a qui disent non, c'est pas vrai. Ouais, du corps chaud vers le corps froid. Regardons cette image. Ensemble, on est à l'intérieur. Il fait 20 degrés, dehors,
il fait froid, il fait moins 5 degrés. On n'a pas vu beaucoup cette température, cette différence de température cet hiver. Hein. Moins 20, donc 20 degrés, 5 degrés. Et ben on va considérer qu'il y a un flux thermique qui va aller donc de l'intérieur vers l'extérieur. Donc on va perdre de la chaleur. Hein. Alors, quels sont les différents modes de transfert thermique? Alors, on a notre flux de chaleur qui passe de l'intérieur vers l'extérieur. On va avoir de la conduction. Ben forcément, la chaleur ici va échauffer la première paroi de la vitre. Cette vitre de proche en proche va s'échauffer. Et de ce côté, donc, ça va réchauffer les molécules d'air. Forcément, on aura de la convection ici. Les molécules ici refroidies vont bouger. On va avoir un flux d'air, hein, comme ça, de convection, et par ici aussi. Et évidemment, il y aura toujours du rayonnement. Hein, sauf si vous avez vraiment un corps noir qui, lui, absorbe, rayonne très peu. Ce flux, on va l'appeler phi. On appelle ça le flux thermique, on va l'appeler phi. Hein, phi, voilà, je descends pour que vous voyez. Hop, le flux thermique, on l'appellera phi. Ben, ce flux thermique, eh ben, c'est un débit. Hein, comme une intensité électrique, hein, c'est un débit. Ce sera égal au rapport de la quantité de chaleur pendant un certain temps. Donc si vous avez quelque chose ici de super bien isolé, le temps delta T va être vachement plus grand, donc le flux thermique beaucoup plus petit. Hein, c'est inversement proportionnel, forcément. Hein. Plus le flux thermique sera important, pour une même quantité de chaleur, plus le temps, lui, va être plus petit. Alors après, on pourra dire que plus le flux thermique est important pendant un temps delta t qui lui reste constant, admettons 1 heure, et ben si on a un flux thermique phi 1, et ben pendant 1 heure, si on est voilà phi 1 inférieur à phi 2, et ben Q1 sera inférieur à Q2. Hein, on perdra moins de chaleur avec Q1 qu'avec Q2. Alors, de quoi peut dépendre ce flux thermique? Ben, ce flux thermique, vous comprenez bien qu'il va pouvoir dépendre, et effectivement, ce flux thermique va dépendre de l'épaisseur, hein, l'épaisseur de notre isolant, forcément. Ensuite, il va dépendre forcément de quel isolant vous allez utiliser. Vous prenez du polystyrène, vous prenez du polystyrène, vous prenez du verre, vous prenez du vide. Pas mal le vide. Pourquoi le vide? Réfléchissez un petit peu. Imaginez une vitre, du vide et encore une vitre. Comment ça va se passer de l'un à l'autre, ce transfert thermique? Est-ce qu'il y a de la conduction? Réfléchissez-y. Le flux thermique, donc, oh là là, il y a un X ici. Hop, X, voilà. Donc c'est proportionnel également à l'écart de température. Je vais mettre un T majuscule pour pas confondre avec le temps T, hein, delta T. Hein. Le flux thermique donc est proportionnel à quoi? Eh ben à la matière, c'est inversement proportionnel à l'épaisseur et forcément c'est proportionnel à la surface. Plus vous avez une grande baie vitrée, plus il y a de la chaleur qui va pouvoir sortir de cette baie vitrée, forcément. Alors que si vous avez un petit hublot comme ça, bah forcément le flux thermique sera moins important. D'accord? Alors ce coefficient de proportionnalité qui est égal à lambda fois S sur E. Lambda c'est le matériau, hein, la conductivité thermique du matériau. S c'est la surface du matériau. Et E c'est l'épaisseur de ce matériau. Et on va avoir phi qui est égal à lambda S delta T sur E. Alors effectivement, si on regarde avec l'électricité, c'est exactement la même chose. Delta T, alors, analogie, voilà,
Alors, delta T, attendez voir. Delta T, c'est la R pas phi. Oui, attendez voir, il y a des petites fautes là quand même qui sont importantes. Voilà, delta T, je vais enregistrer tout de suite le truc. Voilà. Bah oui, mais oui, tu l'enregistres, bien sûr. Hop. Ah merde, je suis en réseau, il faut que je le change là en bas. Ok, bon, je changerai en bas. Bah, la variation de température, delta T, c'est égal à une résistance thermique, RTH, qui est en fait ce fameux coefficient, l'inverse de ce coefficient, qui est égal à E sur lambda S, fois phi. Hein, donc vous voyez bien la relation entre les trois, hein, sinon vous prenez un crayon papier et vous essayez de la trouver. Et bien delta T, la variation de température, est égale à une résistance thermique fois le flux. Pareillement, la loi d'Ohm en électricité, c'est delta U, une différence de potentiel, où U égale RI, mais U, ça veut une différence de potentiel, c'est-à-dire qu'on passe d'un état électrique 1 à un état électrique 2, qui est égal à RI. La résistance thermique en électricité est en ohm. En thermo, parce qu'on fait c'est la thermo en fait, et ben c'est du watt par mètre et par kilo. Alors hein, c'est à vous de trouver un petit peu pourquoi c'est en watts par mètre par kilo, faisant une simple analyse dimensionnelle. Je la présenterai lundi prochain. L'intensité en électricité, c'est une variation de charge pendant un temps delta T. I est égal à dQ sur dt. Forcément, le flux thermique, on l'a vu aussi ici, c'est une variation d'énergie, joule en par unité de temps. C'est également un débit. Hein. Et la cause, c'est la différence de température, ici la différence de potentiel. Voilà. Donc, deux petits exercices à faire pour cette semaine. Hein, vous choisissez le temps que vous voulez. Un congélo, 5 kg d'aliments, à vous de lire un petit peu, tout est donné. Et ensuite, un petit rendement de moteur électrique. Pas celui-là, un plus grand que ça. Voilà pour ce cours, j'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à poster des commentaires si il y a des choses qui ne sont pas comprises. Voilà. Hein, sur ce, je vous laisse encore travailler. Écoutez le ministre demain et puis voilà. Bon courage à tous. Au revoir les kikis, surtout portez-vous bien. Ciao, ciao.